Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Bien, je l'espère. Moi, c'est Ronan. Bienvenue sur ma chaîne Ludiquement Parlant. Je suis très content de vous retrouver pour vous proposer une toute nouvelle vidéo consacrée à un jeu d'escarmouche qui me tient à cœur, qui fait même partie de mes jeux d'escarmouche avec figurines préférés. Il s'agit du jeu Pulp Alley, seconde édition, puisque oui, Pulp Alley existe déjà depuis pas mal de temps. C'est un jeu qui est sorti aux environs des années 2010-2011, créé par un Américain qui s'appelle Dave, qui se prénomme Dave, qui a sa chaîne YouTube, hein. D'ailleurs, je mettrai dans le descriptif de cette vidéo le lien vers sa chaîne, et vous verrez, il propose énormément de choses autour de son jeu, des rapports de bataille bien entendu, mais aussi comment jouer au jeu, des nouveautés, enfin tout ce qui va bien avec. C'est un véritable passionné. C'est un jeu qu'il a créé à la base avec sa fille, et qu'il continue depuis à proposer, à améliorer en compagnie de sa femme. Voilà. Et donc il a une communauté, hein, de fans, on va dire, qui s'intéressent énormément, enfin qui suivent très fidèlement ce jeu. Alors, pour vous faire un petit descriptif du jeu, je vais reprendre la description qui avait été faite à l'époque par le site Philibert, puisque Philibert, à un moment donné, a proposé à la vente le jeu Pulp Alley, avec le livre de règles, les cartes, parce que ce jeu se joue avec un deck de cartes, mais pas seulement, avec des dés aussi, rassurez-vous, si vous êtes allergique aux cartes. Et malheureusement, je pense que ça n'a pas très bien fonctionné puisqu'ils ont arrêté. Et à un moment donné, il y avait même le site levisuel.com, qui est un site de vente par correspondance belge, qui proposait des articles Pulp Alley. C'était tout ça à peu près en même temps. C'était dès que la seconde édition en fait a été faite, hein, et lui malheureusement aussi a arrêté. Et moi, j'en avais profité à ce moment-là pour mettre la main sur une starter box dans lequel on avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir se mettre à jouer à deux pour Pulp Alley. Alors, sachant que le jeu, à la base, effectivement, peut être joué en solo, en mode coopératif, ou en versus. Et vous pouvez jouer de 1 jusqu'à 4 joueurs. Vous allez, en fait, créer ce qu'on appelle des ligues. Et les ligues, en fait, dans cette ligue, vous aurez un personnage principal, le leader, le chef, qui va être votre alter ego et qui va rien vous coûter. À partir de là, vous allez recruter un acolyte, donc un sidekick. Cet acolyte sera votre bras droit. Il sera un peu moins puissant que vous. Et vous allez ensuite recruter des alliés, voire des suiveurs. Du moins, c'est comme ça que ça se définit. Et vous pouvez voir, par exemple, là, au niveau des accessoires, des dés. Donc, parce que Pulp Alley se joue avec beaucoup de dés. Vous avez des dés de 6, des dés de 8, des dés de 10, éventuellement des dés de 12, combinés à un système de deck de cartes. Alors pour, on va dire, réussir vos actions, vous allez lancer les dés. Et pour agrémenter la partie de plein de rebondissements, de coups de Trafalgar contre votre adversaire, vous allez utiliser un starter, un deck de cartes, pardon. Le starter, évidemment, c'est pour débuter, mais évidemment, après, vous avez la possibilité d'améliorer vos decks de cartes, hein. C'est un deck de cartes commun, hein, entre les joueurs. Vous piochez tous dans le même deck de cartes. Mais vous pouvez l'améliorer par la suite avec plus de cartes récompenses, plus de cartes déclenchant des événements incroyables. Pulp. Donc si je reprends la description qui a été faite donc à l'époque par Philibert, donc Pulp Alley est l'un des premiers systèmes de jeu à se frotter à la thématique pulp, des aventures dans des années 30 fantasmées entre Indiana Jones, Jack Burton et Corto Maltese. Vous pouvez aussi avoir, hein, le fantôme du Bengale, hein, Tarzan. La variété de ces suppléments lui confère une richesse inégalée et le système ingénieux, et ça c'est vrai, offre une liberté absolument incroyable pour concevoir son équipe, donc sa ligue, leurs talents et leurs équipements. Difficile à se procurer en Europe, et malheureusement c'est vrai, ce jeu et ses multiples extensions valent réellement le détour, un coup de cœur d'El Guerrero, votre spécialiste de la figurine, et c'est vrai que chez Philibert, El Guerrero est toujours de très très bons conseils, il a toujours très bon goût, on va pas se mentir là-dessus, je dis pas ça pour lui faire plaisir. Donc voilà.
Moi, pourquoi je vous présente ce jeu actuellement? Puisque très bientôt, très prochainement sur la chaîne, vous allez avoir un rapport de bataille consacré à Pulp Alley 2e édition, puisque j'ai fait une initiation avec l'ami Pascal. Et Pascal, bon, je peux vous le dire, hein, il a beaucoup aimé ce système de jeu. Donc, vous verrez un petit peu la mécanique, voilà, parce que là, on va surtout parler de théorie. Donc, je me suis dit que ça serait intéressant, avant de vous montrer ce rapport de bataille, de regarder ensemble un peu le livre de règles, hein, comment il fonctionne. Alors, le jeu est américain, il est en anglais. La première édition avait bénéficié d'une version française grâce à un dénommé Alaric qui s'était collé à la traduction. Il avait proposé ses services à Dev à l'époque. Bon, depuis, on est passé à la 2e édition. Alors, même si elle a été financée par Kickstarter, cette 2e édition, bon, il n'y a pas eu de gros changements en profondeur au niveau des règles, mais le jeu est sorti intégralement en anglais. Bon, mais j'ai découvert, et grâce à Pascal justement, parce que j'ai annoncé à Pascal que mon intention de faire une partie de Pulp Alley avec lui, donc je lui ai expliqué, j'ai dit j'espère que t'es pas trop réfractaire à l'anglais. Il m'a dit non, il n'y a pas de souci, tout ça, etc. J'ai après je te rassure, c'est pas non plus un anglais de maths sup, hein, enfin maths sup. Comme si tu allais faire du littéraire en maths sup, enfin de master. Donc il m'a dit non, t'inquiète, voilà, etc. De toute façon, je lui ai dit, tu verras les textes de cartes, les textes sur les decks de cartes sont vraiment simples. Et puis de toute façon, moi je vais fabriquer 2 ligues assez équilibrées. Et je vais traduire les mots-clés en français pour gagner du temps, quoi. Parce que c'est vrai que quand on n'est pas habitué à certains mots-clés comme might, finesse, ou et j'en passe d'autres, à chaque fois, c'est pas naturel de se dire, ah oui, might c'est puissance, donc la puissance étant, je lance tant de dés avec ma puissance. Bref, donc j'ai fait ça pour simplifier les choses. Et c'est vrai que vous allez voir, enfin, il m'a dit, va voir dans la section téléchargement, donc download du site officiel, il y a le livre des règles en français. Alors, il s'agit plus exactement du livre de règles de démarrage rapide. Vous voyez, c'est marqué là, Pulp Alley Initiation, 2e édition, et il est gratuit. Alors, vous voyez, c'est bien américain parce que tout est en dollars et pas en euros ou en livres sterling. Donc, si on clique dessus, bienvenue à Pulp Alley. Pulp Alley se joue au rythme effréné de vos histoires préférées d'action et d'aventure. Le jeu regorge de héros, de méchants et de nombreux périls inattendus. Pulp Alley est un jeu de figurines sur table pour 1 à 4 joueurs. Vous pouvez jouer en solo, en opposition ou en coopération sans limite de période, d'univers ou de genre. Science-fiction, fantastique, horreur, western, guerre et bien d'autres encore. Pulp Alley, règle numéro 1, s'amuser. Et Dave, tu as tout à fait raison, il faut s'amuser. C'est Dave Phipps. Et il avait créé ça à l'origine avec sa fille. Et depuis, il l'améliore, il l'entretient à la flamme en compagnie de sa femme. Donc, vous voyez, c'est un véritable passionné, quoi. Et donc, pour pouvoir jouer à Pulp Alley, il vous faudra un deck de cartes. Et comme c'est un mec très généreux, il vous offre le starter deck en French, en français. Donc, c'est un deck de 55 cartes. Vous avez 50 cartes fortune. Ces cartes-là vont déclencher des événements, déterminer la difficulté du challenge ou du péril que vous devez traverser pour remporter les récompenses, vos objectifs, et vous avez 5 cartes récompenses. Puisque dès que vous remportez un objectif en cours de partie, vous gagnez une récompense, et cette récompense va d'une part améliorer votre ligue, votre bande, et d'autre part vous donner des avantages pour la suite de vos aventures, surtout si vous jouez en mode campagne. Ça, c'est vachement bien foutu. On va plus trop s'attarder sur le site officiel. Moi, ce que je vous propose, pour pas perdre trop de temps, c'est d'attaquer directement, voilà, le format PDF version française. Alors, pour le télécharger, il faut évidemment passer par sa boutique. C'est pas compliqué. Vous mettez une adresse mail valide, vous rentrez nom, prénom, adresse. Hop, vous validez le panier qui est à 0$ et vous allez recevoir dans votre boîte mail un lien qui va vous permettre de télécharger donc ce format gratuit PDF. Donc, séquence d'action. C'est vrai que la présentation est un peu particulière, mais on va le prendre comme ça vient assez rapidement. Donc, mise en scène, le metteur en scène désigne un joueur pour activer un de ses personnages. Le metteur en scène peut désigner n'importe quel joueur qui a un ou plusieurs personnages prêts, y compris lui-même. Donc, en fait, vous créez vos ligues,
Vous mettez en place le terrain, vous allez voir, on va voir ça un peu plus en détail un peu plus loin, et vous allez déterminer l'initiative avant de commencer la partie. Mais vous allez voir, l'initiative, elle se joue d'une certaine manière. Chaque joueur lance un dé de 6, on va dire par exemple, ou un dé de 10 ou un dé de 8, et celui qui obtient le plus haut résultat sera donc le metteur en scène, le directeur, le metteur en scène. Donc c'est lui qui va dire qui active à quel moment. C'est lui qui donne le tempo lors du premier round de jeu. Donc par exemple, tu vas dire, ben voilà, Pascal, vas-y, je te donne la main, active un de tes personnages et tu choisis lequel. Bah, Pascal active son personnage, et une fois qu'il a fini, bon, il se passe rien de particulier. Je lui dis, bah vas-y, réactive un autre personnage. Ok, bah Pascal s'exécute, il choisit son personnage, il continue. Évidemment, il peut pas réactiver un personnage qui a déjà été activé, ça change pas. Et bon, bah une fois que j'ai vu un petit peu ce qu'il a fait, bah moi je dis, bah maintenant c'est à moi d'activer un de mes personnages. Et on continue ainsi de suite jusqu'à ce que ils me volent, ils me prennent l'initiative. Et comment vous allez pouvoir récupérer l'initiative de votre adversaire, soit en reportant un combat contre lui, au corps à corps ou au tir. Et pour remporter un combat, c'est très simple, il faut que vous ayez blessé votre adversaire, mais que lui en retour ne vous ait pas blessé. Le combat est clair et net, vous l'avez gagné à plat de couture. Voilà. Vous l'avez blessé, vous n'êtes pas blessé, vous avez remporté le combat, et là, vous prenez l'initiative. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir dire, ok, t'actives un personnage, voilà, c'est moi qui décide. Le deuxième moyen, la deuxième manière de prendre l'initiative à votre adversaire, de la lui voler, c'est de remplir un objectif. Vous allez voir, les scénarios, c'est des parties très scénarisées. Vous allez avoir souvent au centre de la table un objectif principal, et après vous aurez alors ce qu'on appelle dans le jargon du jeu des points d'intrigue. Vous aurez un point d'intrigue majeur, qui est l'objectif principal, qui rapporte évidemment un maximum de points de victoire, et après vous avez sur la table 4 points d'intrigue mineurs. Et dès que vous remportez un de ces points d'intrigue, non seulement vous gagnez une carte de récompense, mais en plus vous prenez l'initiative. Voilà. C'est comme ça que ça va un petit peu se dérouler. Alors j'ai un peu spoilé, parce que ça, il va l'expliquer un peu plus loin dans ce livre de règles démarrage rapide. Après l'activation, lorsque vous êtes désigné, donc le metteur en scène a dit qui devait jouer en premier. Lorsque vous êtes désigné, vous devez désigner clairement l'un de vos personnages prêts à être activé. 1. Carte de fortune. Laissez le temps aux autres joueurs de jouer des cartes de fortune lorsque vous activez votre personnage. 2. Effet automatique. Résolvez les effets qui se produisent automatiquement lors d'une activation, comme les zones périlleuses, l'horreur, etc., etc. 3. Combat. En cas d'activation au contact d'un ennemi, vous devez immédiatement combattre, vous n'avez pas le choix. 4. Déplacement, vous avez normalement la possibilité de vous déplacer jusqu'à 12 pouces. Et petite précision, si vous vous déplacez de plus de 6 pouces, vous ne pouvez pas effectuer d'action. Et en plus, vous allez prendre un malus au tir. En fait, dans ce jeu, vous pouvez... Donc la moyenne, c'est 12 pouces. Mais quand vous allez jusqu'à 12 pouces de distance, on considère que vous courez. Si vous vous déplacez jusqu'à 6 pouces et pas au-delà, vous marchez. Vous êtes prudent. Donc ça a un impact en fait sur la suite des actions que vous souhaitez faire. En 5, vous allez voir justement, attaque ou action. Si vous entrez en contact avec un ennemi, vous devez combattre. Si vous n'êtes pas engagé, vous avez la possibilité d'attaquer à distance ou d'effectuer une action. L'activation d'un personnage se termine après la résolution d'une action ou d'un combat. En 6, fin d'activation, l'activation de votre personnage se termine. Répétez la séquence d'action, mise en scène et activation jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de personnage prêt en jeu. Donc en clair, pour faire simple, première chose, c'est le mouvement. Vous ne pouvez pas combattre et agir, réaliser une action et ensuite vous déplacer. Vous devez d'abord annoncer si vous effectuez un mouvement. De là, vous vous déplacez de 6 pouces ou jusqu'à 12 pouces. Certains ont des capacités qui peuvent permettre de se déplacer au-delà, comme les animaux. Souvent, les animaux se déplacent plus vite que les humains. Et que vous ayez fait votre déplacement avant ou après, alors si vous faites au-delà de 6 pouces jusqu'à 12 pouces, ben là, vous ne pouvez plus faire d'action. Et en plus, vous prenez un malus sur le tir si vous décidez de combattre. Et vous avez vu, c'est combattre ou action. C'est pas je combats et après j'agis. Il faut faire des choix, donc il va falloir un petit peu anticiper vos placements et la réalisation de vos actions. Donc, bienvenue à Pulp. Pulp Alley se joue au rythme effréné de vos histoires préférées, d'action et d'aventure. Voilà, bon ça on a déjà vu un petit peu avant.
Voilà, donc il donne les liens hein, pour aller télécharger voilà, les compléments, tout ça, etc. Donc, on a celui qui a traduit en français et ceux qui ont fait la relecture. Donc, on peut les remercier, hein, Hugues Zeg Valat, relecture Thierry Regimbaud de Freddy et Thierry Rouillard, illustration par Luc Parker. Bon, ça, c'est pas français. Donc, cette version d'initiation a pour but d'aider les joueurs à se familiariser avec les règles de base de Pulp Alley, les plus fréquemment utilisées, blablabla. L'introduction, donc échelle de Pulp Alley, on vous explique que vous jouez en 28 mm, mais vous pouvez très bien choisir 15 ou 54 mm. Jeu d'escarmouche sur table, donc 1 à 4 joueurs, donc qui va contrôler une ligue, qui va comprendre de 3 à 6 personnages, mais vous pouvez aller au-delà. Il y a des règles spéciales pour ça. Ce qu'on appelle des gangs. Donc en tête, vous aurez le chef, ensuite l'acolyte, après les alliés, et ainsi de suite. Les socles, c'est des socles recommandés de 20 à 25 mm de diamètre. Ce que vous aurez besoin, le livre, un jeu de cartes, une feuille de ligue, des dés, un mètre de ruban gradué en pouces, des figurines, des décors, une surface d'environ 90 par 90. Vous pouvez modifier la taille de la table et il faudra ajuster les distances, tout ça, etc. de déplacement. Mesure pour déterminer la distance entre des personnages ou des objets. Mesurer la distance entre les socles ou le bord le plus proche de l'objet. Donc, vous ne pouvez pas tout voir, les joueurs sont encouragés à utiliser des figurines qui représentent leurs personnages sans être limités par un dogme WYSIWYG. What you see is what you get. Un personnage pulp est défini par son profil, pas par une figurine. Donc, vous pouvez très bien avoir sur table une figurine qui ne porte pas d'armes, alors qu'en fait, sur sa carte profil, si, il peut être armé jusqu'aux dents. Couteau, mitrailleuse, grenade, tout ce qui vous passe par la tête. Pas de tableau, les joueurs ont très rarement besoin de se référer à des tableaux ou aux règles pendant un scénario de Pulp Alley, l'action est sur la table, pas dans un tableau. Ça c'est vrai, vous allez voir, une fois qu'on a bien capté les règles, c'est très fluide. Objectif, les scénarios sont axés sur l'intrigue et offrent plusieurs chemins vers la victoire. Dans Pulp Alley, la victoire s'obtient en se concentrant sur l'histoire et en atteignant des objectifs plutôt qu'en se battant aveuglément sans but. Séquence d'action, chaque personnage peut être activé, se déplacer et combattre à chaque tour sans avoir à compter ou enregistrer des points d'action. Metteur en scène, le contrôle de l'initiative, c'est ce que je vous disais, est déterminé par les événements qui se produisent dans le scénario, plutôt que par un jet de dés arbitraire à chaque tour. Combat, les combats représentent une lutte haletante et non des tirs ou des frappes contre des objets inanimés. Dans Pulp Alley, les personnages ne sont pas figés comme des statues. Les combats sont simultanés et dangereux pour les deux personnages. Vous allez voir, vous pouvez à la fois décider soit de riposter ou d'esquiver. Et ça va modifier vraiment la nature du combat. Équipement, les personnages portent des armes et équipements correspondant à leurs compétences, leurs capacités, leur époque, leur genre et ainsi de suite, quels qu'ils soient, ainsi ces accessoires sont simplement intégrés au profil du personnage. Et les blessures subies par un personnage réduisent souvent ses capacités, ce qui les rend moins efficaces en combat et pour résoudre des actions. Les dés. Pulp Alley utilise différents types de dés, 6, 8, 10 et 12 dés, appelés D6, D8, D10, D12. Nous vous recommandons d'avoir environ 5 à 6 dés de chaque type pour chaque joueur. Et là, la règle qu'il faut retenir, lorsque vous faites un jet de dés, chaque 4+ équivaut à un succès. C'est tout ce qu'il faut retenir. Peu importe les autres résultats. Du moment où vous faites un 4+, c'est un succès. Après, plus vous aurez de succès, mieux ce sera. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, il peut y avoir des modificateurs de dés. Et souvent, on va... alors là, c'est pas -1 au résultat du dé. C'est... si vous avez un bonus ou un malus, vous allez ajouter ou retirer des dés. Mais vous pouvez être aussi amené à modifier le type de dé. Vous voyez, donc là, il y a une petite subtilité. Par exemple, on peut vous obliger à modifier le type de dé que vous lancez. Si votre personnage, par exemple, en bagarre, lance, on va dire, 4 dés de 10, et que vous avez un modificateur qui vous impose de modifier le type de dé en le dégradant, on va dire, en le réduisant de sa valeur, et ben, au lieu de lancer un dé de 10, vous allez lancer donc des dés de 8 à la place. Alors, c'est ce qu'il explique bien. Par exemple, si un jet de 3 dés de 6 est décalé vers le haut, vous lancez 3 dés de 8. Si votre type de dé devient inférieur à dé de 6, vous ne pouvez lancer aucun dé. Oups, ça fait mal. Il y a également donc les relances. Les relances, c'est toujours pareil. On peut relancer qu'une seule fois un dé et le nouveau résultat doit être toujours conservé. Et il peut arriver effectivement que en prenant bon nombre de malus, vous ne pouviez plus tenir de dés. Et donc, vous ratez automatiquement le test, si vous deviez faire un test. Après, on vous explique le profil des personnages. Donc, ces règles couvrent presque tous les types de personnages que vous pouvez imaginer, tels qu'humains, créatures surnaturelles, robots, extraterrestres ou autres. Tous les personnages suivent les mêmes règles et ont un profil de personnage, compétences, capacités et traits.
nous encourageons les joueurs à utiliser des figurines qui représentent au mieux les personnages. Mais dans le livre de règles et sur le site et dans la section téléchargement, vous pouvez mettre la main sur des profils de ligue complètes, quoi, si vous voulez pas vous prendre la tête. Donc, les compétences, le profil indique les dés que vous lancez pour chaque compétence. Le premier chiffre indique le nombre de dés à lancer, le second indique le type de dés. Par exemple, une force de dés de 6 signifie que vous lancez 2 dés à 6 faces. Donc, la mêlée représente l'efficacité globale du personnage au corps à corps, avec ou sans armes. Le tir indique l'efficacité globale du personnage en combat à distance. L'esquive détermine l'efficacité du personnage à éviter d'être blessé. La force définit sa force physique et la volonté du personnage. L'agilité mesure son mental, son agilité physique. Et la ruse représente l'instruction et le discernement du personnage. Force et agilité ruse sont fréquemment utilisés pour des tests de péril et autres défis. Capacité, tous les personnages disposent d'une ou plusieurs capacités, ça c'est en fonction du rang que vous avez. Par exemple, si vous êtes chef, leader, vous êtes de rang 4, vous aurez droit jusqu'à 4 capacités. Donc ceci va représenter ses talents, son entraînement, ses armes, son équipement, et voilà, ou une combinaison de ces éléments. Et enfin, la santé. Ce trait représente la condition physique et mentale générale d'un personnage, y compris le moral et la fatigue. La santé est définie par des types de dés spécifiques, des 6, des 8, des 10, des 12. Cela détermine le type de dés que vous lancez pour vos tests de santé. Mais pas que. Parce qu'en fait, imaginons que vous êtes blessé, j'arrive à blesser mon adversaire, et il va devoir lancer des dés de santé. Imaginons que c'est un acolyte, donc il lance généralement un dé de 8 de santé. Je lui ai fait 2 touches, donc il va devoir lancer 2 dés de 8 pour passer son test de santé. Et comme on l'a vu, il faut qu'il obtienne un 4+, mais pas un 4+ global, total, il faut qu'il ait 2 4+. Donc s'il fait qu'une seule réussite, il dégrade sa santé. S'il fait 5, 6, c'est bon, il a fait 4+, il réussit à passer le test de santé. Mais s'il échoue, non seulement sa santé est dégradée vers le bas, donc c'est-à-dire dès qu'il va s'activer au prochain round, sa santé n'est plus de dés de 8 mais des de 6. Et ceci va impacter tous les types de dés qu'il lance, que ce soit pour la bagarre, le tir, l'esquive, ça sera des dés de 6. Il y a quand même moyen, je vous le dis en avance, de récupérer à la fin de chaque tour en faisant un test de récupération. Donc vous allez lancer le dé de santé, le type de dé correspondant à votre santé, et si vous obtenez un 4+, vous remontez. Par exemple, si vous étiez tombé à dé de 6, vous pouvez remonter à dé de 8 de santé, et ainsi de suite. Là, par exemple, on a une ligue, les Pirates du Ciel. Donc, vous voyez, le chef, Raven, santé dé de 10, c'est le chef, mêlée de dé de 8, tir 4 dés de 10, esquive 4 dés de 10, force 2 dés de 8, agilité 3 dés de 10 et ruse 3 dés de 10. Tout ça est très très bien expliqué dans le livre de règles, évidemment, comment monter sa ligue. Et vous voyez, en compétences, là, elle a 3 compétences. Stratagème. Une fois par tour, vous pouvez défausser une carte de votre main pour gagner un bonus de +1 en tir ou en agilité. Agile, ajouter +1 dé en esquive, c'est déjà inclus dans son profil. Tireur d'élite, ajouter +1 dé au tir, et c'est évidemment inclus dans son profil. Si on descend plus bas, donc on a l'acolyte, un allié, vous voyez, là, la santé est à dé de 6, donc l'allié 24, mêlée 2 dés de 6, tir 2 dés de 6, esquive 1 dé de 6, force 1 dé de 6, agilité 1 dé de 6 et ruse 1 dé de 6. Tir en rafale, note, cette capacité n'est pas incluse dans les règles d'initiation de Pulp Alley, mais détaillée dans les règles complètes. Ouais, alors ça c'est un peu ballot. En fait, vous allez utiliser un gabarit. C'est le burst en fait. C'est-à-dire que toutes les figurines ennemies qui seront sous ce gabarit vont être touchées par votre tir, parce qu'à tous les coups, 24 utilise une mitrailleuse. Et après, vous avez, pour la Ligue, il a dépensé des points pour fournir à la Ligue un avantage, bien armé. Une fois par tour, vous pouvez annuler une pénalité de -1 avant un test de tir ou de mêlée pour l'un de vos personnages. Et en associé, puisque vous pouvez recruter des associés. Alors ce sont des personnages qui ne sont pas présents sur table, qui travaillent dans l'ombre, mais qui vont vous aider à booster votre ligue. Et ça, c'est quand vous jouez souvent, quand vous allez jouer en mode campagne, quand vous allez gagner des cartes récompenses, non seulement vous allez gagner des bonus instantanés pour le reste de la partie, mais vous allez pouvoir aussi gagner des améliorations à dépenser pour la suite de vos aventures si vous jouez en mode campagne. Souvent, c'est les avantages associés, ce qui va avec. Donc là, on vous explique, début du tour.
Pioche des cartes. Au début du premier tour, chaque joueur pioche 3 cartes fortune. Au début de chaque tour suivant, chaque joueur tire une carte fortune. Et là, il faut bien gérer. Hein. Parce que souvent, on a tendance à jouer, quand on débute ce jeu, à jouer toutes ces cartes fortune rapidement. Et après, ben, on se dit, bah, des cartes fortune, j'en ai pas tant que ça, en fait. Hein. Et pourtant, on aime bien en avoir pour faire des petits coups de Trafalgar à son adversaire ou pour pouvoir booster sa propre lead à des moments clés donnés. Le metteur en scène tire en premier, puis distribue dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la table. Effet de début de tour, si un effet spécial ou une règle de scénario se produit au début du tour, il est résolu après que tous les joueurs ont tiré leur carte fortune. S'il y a plusieurs effets à résoudre, c'est le metteur en scène qui décide. Une fois que les cartes sont tirées et que les effets du début de tour sont résolus, passez à la séquence d'action. Et là, on décrit un petit peu plus les fameuses cartes fortune. Pioche fortune, une partie de Pulp Alley se joue avec un jeu de 54 cartes de fortune. Avant le début de chaque scénario, mélangez votre paquet et placez-le près de la table. Jouez ces cartes. La partie supérieure d'une carte décrit un effet de fortune, indique quand il est joué et ses conséquences. La façon la plus courante d'utiliser les cartes de votre main de fortune est de jouer ces effets. Elles ont également d'autres usages. Pile de défausse. La pile de défausse est située à côté de la pioche. Après avoir été jouée ou défaussée, une carte est placée face visible dans la défausse. Mélange, si vous n'avez plus de cartes dans la pioche, mélangez la défausse pour créer une nouvelle pioche fortune et continuer à jouer. C'est vrai que dans certains jeux, une fois que vous avez pioché la dernière carte, c'est fini, il n'y en a plus. Là, c'est pas le cas. Donc, qui est le metteur en scène? Le metteur en scène est normalement choisi au hasard au début d'un scénario. Être metteur en scène signifie également avoir l'initiative. Le metteur en scène peut changer plusieurs fois au cours d'une partie et même dans un même tour, mais il ne peut jamais y avoir plus d'un metteur en scène à la fois. Lorsqu'un joueur devient metteur en scène, ça c'est important, il le reste jusqu'à ce qu'un autre joueur lui vole ce rôle. Les deux façons les plus courantes de devenir metteur en scène, je l'ai déjà dit tout à l'heure, sont de gagner nettement un combat ou de remporter une récompense. Voilà, il explique ce que je vous ai dit un petit peu avant. Alors après, mise en scène en tant que metteur en scène, vous désignez un joueur pour qu'il active un de ses personnages. Vous pouvez choisir n'importe quel joueur qui a au moins un personnage prêt, vous y compris. Vous ne pouvez pas désigner un joueur qui n'a pas de personnage prêt. Bon, là on rentre dans le détail, hein, qui est prêt pour une activation. Le mouvement. Donc pendant votre activation, vous pouvez normalement vous déplacer avant d'attaquer ou d'effectuer une action. Avant, c'est bien précisé. Le mouvement inclut des activités relativement simples et courantes, telles que l'ouverture de portes, la préparation d'armes et ainsi de suite. Vous ne pouvez pas vous déplacer si vous êtes déjà engagé. Vous ne pouvez pas tirer non plus, si vous êtes engagé. Distance de mouvement, vous pouvez normalement vous déplacer jusqu'à 12 pouces pendant votre activation. Se déplacer jusqu'à 6 pouces n'affecte pas vos actions ou vos combats. Déplacement de plus de 6 pouces. Se déplacer de plus de 6 pouces revient à courir dans le jeu, ou se déplacer rapidement et produit les effets et limitations suivants. Vous subissez une pénalité de tir de -1 pour un déplacement de plus de 6 pouces au cours de la même activation. Vous ne pouvez pas vous déplacer de plus de 6 pouces et effectuer une action au cours de la même activation. Si votre parcours comporte un contact avec une zone périlleuse, vous ne pouvez pas vous déplacer au-delà de 6 pouces. Et oui, il y a des zones périlleuses. On est dans un univers pulp, les amis. Une zone périlleuse, ça va être un pont de cordes suspendu au-dessus d'un ravin où on ne voit pas le fond. Ça peut être donc une falaise avec des éboulements, des chutes de pierre. Ça peut être l'orage, des éclairs qui frappent de manière aléatoire et vous courez dans tous les sens pour pas être grillé. Enfin voilà, ça peut être ça, les zones périlleuses. Si votre parcours va au-delà de 6 pouces et comporte un contact avec une zone difficile, alors vous affrontez un péril. Alors la zone difficile, effectivement, c'est un petit peu différent. Difficile, ça va être des fosses à franchir, qui va vous ralentir, etc., etc. Donc si vous vous déplacez normalement, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous décidez de faire le kékos, là, d'y aller en grande foulée, là, vent du cul dans la plaine, bah là, oui, là, il y a un péril qui va peut-être arriver. Vous allez peut-être déranger un serpent géant caché dans les bosquets ou un gorille en train de faire la sieste. Bref. Déplacement d'un personnage. Vous pouvez mesurer la distance de déplacement de votre personnage pour déterminer votre destination et votre parcours. Donc en clair, vous pouvez pré-mesurer. Destination, il s'agit simplement de l'endroit où vous voulez terminer votre déplacement. Alors c'est marrant, c'est vous voulez. Dire, mais je peux ou pas? Oui, parce qu'en fait, l'autre en face, il peut jouer une carte fortune. Et genre, tu trébuches. Donc tu dois faire un test d'agilité pour éviter de te casser la gueule. Et si tu réussis pas, tu vas voir, ton déplacement, il va vite s'arrêter. Parcours, le chemin que votre personnage emprunte pour atteindre sa destination constitue son parcours. La largeur d'un parcours est égale à la largeur du socle du personnage. C'est un peu la même chose aussi, enfin c'est pas un peu, c'est la même chose pour la ligne de vue. C'est la largeur du socle du personnage qui va vous déterminer la ligne de vue que vous pouvez avoir sur vos cibles. La longueur d'un parcours est égale à la distance de déplacement prévue. Votre parcours ne peut passer à moins de 1 pouce d'un ennemi que vous n'avez pas l'intention d'engager. Par contre, vous voyez, vous pouvez charger.
Donc si par exemple vous déplacez de 12 pouces maxi, c'est une charge. Vous avez le droit. Mais à l'issue de cette charge, en plus, vous allez pouvoir tataner dans la foulée. Et en plus, vous n'avez pas besoin d'avoir une ligne de vue directe sur votre cible. D'accord? Alors que certains jeux vous obligent, pour pouvoir réaliser une charge, de voir votre cible. Là, non, elle peut être derrière un mur, elle est à portée, vas-y, vends du cul dans la plaine, je vais te charger. Votre parcours peut librement passer sur des personnages amis, mais pas des ennemis. Il ne peut pas se terminer en empiétant sur le socle d'un autre personnage ami ou ennemi. On ne peut pas chevaucher le socle d'une autre figurine. Voilà, terrain et déplacement. Certains terrains n'ont aucun effet sur le mouvement et d'autres peuvent être définis comme difficiles ou périlleux. Donc il faut faire la distinction entre ces deux-là. Mais pas les deux, c'est soit difficile ou périlleux. Une zone peut également être difficile ou périlleuse sans être représentée par un élément de terrain. Par exemple, une règle spéciale peut désigner une zone située à 6 pouces d'un objectif comme périlleuse. Souvent, c'est ce que moi je fais. C'est-à-dire que dès que vous pénétrez à 6 pouces d'un objectif, là, vous pénétrez dans une zone périlleuse. Zone périlleuse, les personnages sont souvent confrontés à des endroits dangereux, enchevêtrement de jungles sombres, ruelles et tombes labyrinthiques. Pendant votre activation, vous ne pouvez pas affronter plus d'un péril dû à la même zone périlleuse. Périlleux, vous ne pouvez pas vous déplacer de plus de 6 pouces pendant votre activation si vous avez un contact quelconque avec une zone périlleuse. Vous affrontez automatiquement un péril lorsque vous entrez en contact ou êtes activé au contact des zones périlleuses, et ça c'est un petit peu embêtant, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans une zone périlleuse, vous avez vu direct, vous rencontrez un péril, imaginons que vous échouez à passer le péril, automatiquement ça met fin à votre activation. Ce qui fait que lors de votre prochaine activation au tour de jeu suivant, vous allez vous réactiver dans la zone périlleuse, et là donc de nouveau un péril vous retombe dessus. Un péril qui peut être très différent. Un déplacement en zone périlleuse peut inclure escalade et saut. Vous pouvez gravir ou descendre 6 pouces maximum en une activation. En sautant, vous pouvez franchir une distance horizontale de 3 pouces maximum. Zone difficile. Les zones difficiles peuvent inclure une végétation épaisse, murs bas, fossés, clôtures ou tranchées. Se déplacer dans une zone difficile n'est pas périlleuse, sauf si vous vous déplacez rapidement, donc de plus de 6 pouces. Zone difficile. Si vous êtes en contact avec une zone difficile et que vous vous déplacez de plus de 6 pouces dans la même direction, durant la même activation, vous affrontez un péril. Et là, charger consiste en général à décider d'aller au contact de l'ennemi le plus proche. Mais ah oui, ça c'est vrai que c'est important. Toujours le plus proche. Vous devez charger l'ennemi le plus proche et vous devez tirer sur l'ennemi le plus proche. Sauf, il y a des exceptions, s'il est déjà engagé. Mais peut aussi se produire à cause d'un mouvement involontaire. Une ligne de vue n'est pas nécessaire pour charger, c'est ce que je vous disais. Lorsque vous choisissez de charger, vous devez, sauf exception, vous déplacer par le chemin le plus court possible pour engager l'ennemi le plus proche. Les périls. Toute situation potentiellement dangereuse autre que le combat est résolue comme un péril. Les périls sont le plus souvent rencontrés face aux objectifs et aux zones périlleuses. Donc c'est deux choses très distinctes. Il y a les objectifs et les zones périlleuses. Les objectifs, chaque fois que vous tentez d'acquérir un objectif, donc de gagner une récompense, vous affrontez un péril. Donc les objectifs, ça peut être une statue, une idolâtrée, ça peut être une caisse de munitions, un poste radio, un manuscrit, vous voyez, enfin tout ce qui vous passe par la tête en fait. Zone périlleuse, lorsque vous vous activez ou vous vous déplacez dans une zone périlleuse, vous affrontez un péril avant de poursuivre votre activation. Affronter un péril. La difficulté d'un péril est normalement déterminée en piochant la carte supérieure de la pile. Vous voyez le fameux deck de cartes fortune. Vous pouvez parfois avoir la possibilité de jouer un défi de péril directement depuis votre main de fortune grâce à certaines règles spéciales de capacité, comme essaim et présence maudite. Mais, hormis ça, souvent, vous piochez la première carte du deck fortune. La partie défi de la carte indique la compétence et le nombre de réussites nécessaires pour surmonter le péril. C'est la partie basse des cartes fortune. Parce que les cartes fortune, en fait, ont un double usage. La partie haute, c'est des événements qui vont booster ou donner des malus à votre adversaire, qui va vous dire quand la jouer. Et la partie basse de la carte, justement, c'est là que vous allez pouvoir lancer les défis pour passer les périls ou les zones périlleuses. Donc réussite, vous n'êtes pas affecté, vous pouvez poursuivre votre activation normalement. Échec, vous subissez un nombre de coups égal à celui du défi, donc vous prenez des coups, des hits, et ben il faudra faire aussi un test de santé dans la foulée. Votre activation se termine après la résolution des résultats de l'échec face au péril. Après la résolution d'un défi de péril, quel que soit le résultat, placez la carte dans la pile de défausse. Les périls sont imprévisibles, un défi différent est donc pioché à chaque fois qu'un péril est rencontré.
Plusieurs personnages en péril, ça peut arriver. Lorsque plusieurs personnages rencontrent un péril simultanément, par exemple une explosion, une bombe, comme une rafale, une seule carte défi est piochée. Chaque personnage affecté par le péril doit effectuer un jet séparé contre le même défi. Esquiver les périls, oui, plutôt sympa. Au lieu d'utiliser l'une des compétences listées pour un défi, vous avez la possibilité d'utiliser votre compétence esquive contre le péril. Comme d'habitude, cela se résout en comparant votre nombre de réussites, donc 4+, au chiffre du défi. Réussite, vous ne subissez pas de coups, donc voilà, votre activation se termine. Échec, vous subissez un nombre de coups égal à celui du défi, et votre activation prend fin. Oui, parce qu'en fait, vous verrez que vos personnages, par exemple, imaginons que vous tombez sur un défi, vous rencontrez un péril, et le défi, c'est d'avoir une réussite en ruse. Et malheureusement, votre personnage, il lance que 1 dé de 6 en ruse, et vous fait un 4+. C'est très hasardeux. Par contre, vous regardez votre fiche de personnage, et vous dites, ah ouais, mais lui, il lance 3 dés de 6 en esquive. Bon bah tant pis, vaut mieux que j'esquive, parce que j'ai plus de probabilité de me prendre des coups si j'essaye de ruser. Défi. Les compétences d'un personnage sont souvent mises à l'épreuve lorsqu'il affronte péril, objectif, etc. La difficulté d'un défi est en général définie en tirant la carte supérieure de la pioche. Les résultats de la réussite ou de l'échec d'un défi varient en fonction du type de défi auquel vous êtes confronté, péril, objectif, passant, etc. Donc vous voyez là, il vous explique, il vous montre bien le bas d'une carte fortune. Réussir un défi, pour réussir un défi, identifiez les compétences et le chiffre du défi situé dans la partie inférieure de la carte. Compétences, la partie défi de la carte identifie une ou plusieurs compétences qui peuvent être utilisées pour réussir le défi. Choisissez-en une, puis lancez-le ou les dés correspondant à cette compétence. Vous voyez, donc là, il faut réussir un test d'agilité ou de ruse, et il faut que vous obteniez une réussite. D'accord? Par contre, si vous échouez, vous allez prendre un coup. Voilà. Donc, les défis les plus courants sont les périls et les objectifs. C'est un petit résumé. Voilà. Après les actions, se déplacer, se battre ne sont pas des actions, voire mouvements et combats. Les actions sont généralement liées à des objectifs, à l'utilisation de certaines capacités, etc. Si quelque chose compte comme une action, cela est clairement identifié comme une action. Un personnage peut effectuer une action uniquement pendant son activation. Un personnage ne peut pas effectuer une action s'il est engagé. Un personnage ne peut pas se déplacer de plus de 6 pouces et effectuer une action dans la même activation. L'activation d'un personnage se termine automatiquement après qu'il a réalisé une action. Réaliser une action, de nombreuses actions ne nécessitent pas de lancer de dés. Dans ce cas, il vous suffit d'indiquer l'action et de résoudre l'effet. D'autres actions, comme acquérir un objectif, nécessitent que vous réussissiez un défi. Action spéciale, utiliser une capacité. De nombreuses capacités de personnages sont utilisées comme des actions telles que tir en rafale, déduction, volonté de faire, etc. Donc c'est vraiment à part. Attaque spéciale, une action qui crée un péril, y compris les rafales, ou qui cible un ennemi, est une attaque spéciale. Les attaques spéciales ne déclenchent pas de combat. Si un effet interdit les attaques, alors les attaques spéciales sont également interdites. Action longue. Alors vous allez voir, ça c'est marrant parce que, effectivement, quand vous serez en train d'essayer de résoudre un objectif, bon, il va falloir remporter les défis correspondants. Alors, le péril, vous prenez les coups. Quand vous allez résoudre le défi d'un objectif, le challenge plutôt le terme que je vais employer, là, si vous réussissez pas, c'est pas grave. Vous allez vous ne prendrez pas de coups. Et en plus, vous allez pouvoir cumuler les réussites. Et c'est ce qu'ils vont appeler une action longue. Lorsque votre personnage échoue à un défi d'objectif, tout succès 4+ obtenu compte comme votre prochaine tentative, ou pour une tentative d'un personnage ami. Un nouveau péril doit être tiré chaque fois qu'un personnage tente un défi d'objectif. Donc c'est pas parce que voilà, vous lancez 3D, vous avez obtenu un seul 4+, vous le mettez de côté sur la carte correspondant donc au défi d'objectif, et ça se trouve au round suivant, le même personnage ou un autre personnage de votre ligue va arriver et réaliser les 2 réussites manquantes. Et donc là, vous aurez bien, s'il fallait 3 réussites, vous aurez bien cumulé vos 3 réussites, et là, vous remportez le défi d'objectif. Test en opposition. Un test en opposition exige normalement que 2 personnages ou plus lancent des dés pour une compétence spécifique. Bon là, ça va être la bagarre, le tir. Comparez le nombre de réussites obtenues par chaque personnage. Pour gagner un test d'opposition, vous devez obtenir plus de succès que chacun des autres personnages. Alors les objectifs, on revient dessus. Les objectifs représentent des buts importants du scénario et permettent de créer l'ambiance de vos scénarios. Un scénario comprend normalement un objectif principal et 4 objectifs secondaires. Les règles suivantes s'appliquent à tous les objectifs principaux et secondaires.
Un objectif doit être identifié par un marqueur de 20 mm de diamètre. Bien qu'un objectif puisse faire partie d'une zone ou d'un terrain plus vaste, ce marqueur identifie l'endroit exact où l'objectif peut être acquis. Les objectifs déterminent les points de victoire et le vainqueur du scénario, donc il ne faut vraiment pas les négliger, sachant que souvent l'objectif principal remporte plus de points que les objectifs secondaires. Vous pouvez également gagner des récompenses de ligue à partir des objectifs comme des ressources, de l'expérience, de la réputation, ça sera marqué sur les cartes récompenses. En outre, le fait d'obtenir un objectif vous permet de tirer une carte de récompense de scénario. Piocher une récompense fait de vous le metteur en scène, donc vous prenez l'initiative. Les récompenses peuvent apporter des avantages dans le scénario en cours. Action, acquisition d'objectifs. Acquérir un objectif est une action, vous devez être en contact avec l'objectif pour effectuer cette action. Péril, donc il n'y a pas le choix. Lorsque vous tentez d'acquérir un objectif, vous affrontez d'abord un péril, piochez et résolvez un défi de péril. Si vous réussissez, vous pouvez tenter d'acquérir l'objectif. Si vous échouez, vous subissez un nombre de points de dommage égal à celui du défi et votre activation prend fin. Objectifs. Si le défi pour cet objectif n'a pas été révélé, prenez un défi du haut de la pioche. Donc, vous voyez, d'abord, il faut passer le péril. Une fois que vous avez passé le péril, vous allez repiocher une carte pour la déterminer, le défi d'objectif. Donc, réussite, piocher aléatoirement une carte de la pile de récompense. Échec, contrairement au péril, vous ne subissez pas de perte, donc pas de coût, si vous échouez à un défi d'objectif. Au lieu de cela, placez la carte de défi près de l'objectif et placez des pions pour indiquer le nombre de succès que vous avez obtenus. Donc des marqueurs pour vous rappeler. Détenir un objectif, lorsque vous prenez une carte de récompense, révélez-la à tous les autres joueurs. Ça, c'est pour les narguer. Ah, gna gna gna, moi j'ai gagné, j'ai eu un objectif, une récompense. Et retirez l'objectif de la table. Posez la récompense à côté de votre carte de personnage. Ça, c'est pour continuer à narguer les autres, là. Pour indiquer clairement qui détient l'objectif, qui est le taulier, qui est le patron. De plus, vous devenez le metteur en scène. Fayoba. Récompense du scénario. Tant que vous détenez un objectif, vous bénéficiez des avantages indiqués par la récompense. Si vous perdez un objectif, vous perdez également la carte de récompense et ses avantages. Lorsqu'une carte de récompense est déterminée pour un objectif spécifique, elle ne peut pas changer pour la durée du scénario, même s'il est abandonné. Un autre personnage ne peut pas tenter l'acquisition d'un objectif tant qu'il est détenu. Il n'y a pas de limite au nombre d'objectifs qu'un personnage peut détenir. Souvent dans les jeux d'escarmouche, vous êtes limité. Vous avez le droit de prendre qu'un seul objectif par personnage, là c'est pas le cas. Perdre un objectif, un personnage lâche immédiatement tous ses objectifs lorsqu'il est mis à terre, down, ou hors de combat, out. Lorsque des objectifs sont perdus, ils retournent sur la table à l'endroit où ils ont été perdus. Les objectifs perdus ne sont pas contrôlés et peuvent être acquis à nouveau comme d'habitude, avec de nouveaux périls et de nouveaux défis objectifs. Oui, rien n'est gratuit. Il va falloir tout recommencer. Remettez chaque objectif perdu à l'endroit où le personnage est mis à terre ou hors de combat. Placez la carte de récompense face visible près de la table. Si un objectif perdu est de nouveau acquis, c'est cette récompense qui est remportée. Donc vous pouvez tout piquer à votre adversaire. Et on peut quand même transférer un objectif, donc le passer à un copain. Vous pouvez transférer un objectif à un partenaire dans un rayon de 6 pouces au prix d'une action. Mais attention, c'est pas fini. Si les personnages sont en contact, le transfert est automatiquement réussi. Dans le cas contraire, le personnage qui détient actuellement l'objectif doit piocher et résoudre un défi aléatoire. Bah oui, il fait une passe en fait, il lance l'objectif. Comme au rugby. Remarque, un objectif ne peut pas être déplacé et ou transféré par plus d'un personnage par tour. Réussite, le partenaire prend le contrôle de l'objectif et de la carte de récompense. Remarque, vous ne devenez pas le metteur en scène pour avoir transféré un objectif. Échec, l'objectif est perdu et remis sur la table à X pouces du partenaire dans une direction aléatoire. Et là, le X pouces, le X aléatoire, vous allez piocher une carte du deck fortune. Et en bas, à gauche de la carte, le chiffre qui apparaît vous donne la distance en pouces. Vous pouvez le faire comme ça. Ou sinon, pour déterminer une distance aléatoire, et vous lancez un dé de 8. Le chiffre va vous donner la portée en pouces et la direction. Carte récompense. Un scénario de Pulp Alley comprend normalement 5 cartes de récompense. Elles constituent la pile de récompense. Lors de la mise en place, ces cartes peuvent être piochées au hasard ou déterminées par le scénario. Une pile de récompense peut également inclure des cartes embûches. Bon, là, je vous déconseille de le faire au début. Jouez simplement avec les cartes de récompense. Donc, vous voyez, donc c'est ce que je vous disais. On va accélérer un petit peu, ça fait quand même 40 minutes que je suis déjà sur cette vidéo. Donc, récompense de scénario, vous voyez en haut, donc vous gagnez par exemple plus un dé de ruse.
et tout le temps. Mais ça ne concerne que le personnage qui a pris la récompense, hein. Ce n'est pas pour la ligue, pour tous les personnages de la ligue. Et enfin, vous avez en bas la récompense de la ligue, plus un équipement. Donc là, l'effet ne va pas être instantané. Il faudra jouer le prochain scénario, et grâce à ce bonus, vous allez pouvoir améliorer votre ligue. La santé, lorsque vous êtes confronté à des expériences éprouvantes et à des blessures graves, votre santé détermine votre volonté et votre capacité à continuer. La santé est représentée et classée par type de dés, des 6, des 8, des 10 et des 12. Donc, coups et tests de santé. Donc, quel type de dés lancer quand vous subissez des coups? C'est utiliser votre type de dés de santé actuel. Combien de dés faut-il lancer? Lancer un dé pour chaque coup. Et pour réussir, il faut obtenir 4+. Si vous réussissez, pas de blessure. Par contre, si vous échouez, votre santé diminue d'un type de dé. Par exemple, une santé D8 devient une santé D6. Voilà. Et par contre, la santé ne peut pas perdre plus d'un niveau par test. Donc même si vous prenez que 3 coups, vous ne diminuez que d'un type de dé. Vous ne descendez pas directement de D10 à down, c'est-à-dire sortie du jeu, quoi. Un personnage est blessé lorsque sa santé actuelle est inférieure à son type de dé de départ. Tous les personnages blessés en jeu peuvent effectuer un test de récupération à la fin de chaque tour. Le type de dé maximum qu'un personnage blessé peut lancer pour toute compétence est égal à sa santé actuelle. Donc, si vous êtes blessé, si vous lancez un dé de 8, malheureusement, vous êtes descendu d'un cran, ça sera dé de 6. Peu importe ce que vous faites. À terre et hors de combat, lorsque votre santé tombe en dessous de D de 6, vous êtes à terre, couchez la figurine ou placez un marqueur pour indiquer que le personnage est à terre. Quand vous êtes à terre, vous ne pouvez pas être activé, vous n'affectez pas la ligne de vue ou le mouvement des autres personnages. De plus, vous ne pouvez pas être engagé, chargé ou attaqué. Les personnages à terre ne font jamais de test de santé. Les personnages à terre ne sont jamais prêts et leurs capacités traits ne peuvent affecter aucun autre personnage. Hors de combat, lorsqu'un personnage est à terre et qu'il échoue un test de récupération, il est hors de combat, retirez le personnage du jeu, voilà. L'esquive, là c'est intéressant, parce que l'esquive, souvent, ça va vous sortir de très mauvaises situations. Il y a l'esquive et combat. L'esquive peut être utilisée pendant un combat, donc tir ou corps à corps, au lieu de faire un test de mêlée ou de tir. La plupart des modificateurs de combat ne s'appliquent pas à l'esquive, mais elle peut être affectée par les eaux profondes, les blessures, l'effet de santé. Parce que oui, vous pouvez avoir, quand vous combattez plusieurs fois lors d'un même tour de jeu, parce que vous allez être attaqué à droite, à gauche par différents personnages, vous allez prendre des pénalités de combat multiples. Donc en fait, en clair, vous allez prendre un -1. Donc ça va diminuer votre capacité à vous battre, à vous défendre, à attaquer. Donc, attaquer esquive, il est possible au personnage actif attaquant d'esquiver. Ouais, voilà. Pour infliger le bonus, le malus de combat multiple à votre adversaire. Esquive et péril, au lieu de tenter de passer un péril normalement, vous pouvez tenter d'esquiver un péril, lancez vos dés d'esquive et comparez vos réussites au défi. Si vous réussissez, vous ne prenez pas de coups, mais votre activation prend 20. Si vous échouez, vous prenez les coups et votre activation prend 20 normalement. Ensuite, vous avez le désengagement. Chaque fois que vous choisissez l'esquive pour un combat ou un péril, vous avez la possibilité de vous éloigner de 1 pouce, donc vous vous désengagez. Si vous évitez également de recevoir des coups. Alors, vous pouvez également vous désengager lors d'une récupération après avoir été mis à terre. Vous ne pouvez pas traverser un autre personnage ou un obstacle pour vous désengager. Vous devez terminer votre mouvement de désengagement à au moins 1 pouce de distance de tous les ennemis. Si ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas vous désengager. Votre mouvement de 1 pouce doit vous éloigner de l'ennemi ou du péril. D'accord? Si vous entrez en contact avec une zone périlleuse ou difficile lorsque vous vous désengagez, pas de panique, rassurez-vous, vous ne rencontrez pas de péril. Si deux personnages se désengagent en s'éloignant l'un de l'autre, le personnage qui agit se déplace en premier. Le combat. Les combats représentent une courte action entre deux personnages. Donc les combats sont intenses, violents et dangereux. Un personnage combat une seule fois par activation, à l'exception des combats contre des ennemis multiples. C'est possible de le faire. Des tirs contre des ennemis multiples et de certaines capacités et effets de cartes. Quand combattre, en mêlée, si vous êtes activé et déjà engagé avec un ennemi, une mêlée commence. 2. Attaque à distance. Si vous effectuez un tir contre un ennemi pendant votre activation, cela déclenche une fusillade. Et 3. La charge. Si vous vous déplacez au contact d'un ennemi pendant votre activation, une mêlée débute, commence. Le personnage actif est toujours l'attaquant, ça c'est important. Et l'autre personnage est le défenseur, quelle que soit la compétence qu'il choisit. Résumé du combat. En 1, compétence. Vous déclarez la compétence que vous utilisez dans le combat. Tir, corps à corps, voilà. Modificateur. Appliquez des modificateurs. Donc par exemple, si j'ai couru,
pendant mon activation et que je décide de tirer à l'issue de ma course. Je me suis déplacé, on va dire, de 10 pouces. Donc j'ai couru. C'est considéré comme si j'avais couru. -1 mon tir. Voilà, d'office. Et après, il y a y compris carte capacité. Bah oui, parce que ça se trouve, dans ma main, j'ai peut-être une carte chance qui va m'octroyer un bonus sur mon tir. Donc ça va compenser le dé que j'avais perdu, on va dire. 3 lancers. Lancer les dés. Chaque 4+ est un succès. 4 bloqués. Un joueur peut bloquer les dés. Vous allez voir, si votre adversaire vous attaque en retour, c'est vous qui choisissez en tant qu'attaquant. Si votre adversaire, la cible, a décidé d'esquiver, d'accord, c'est lui qui va pouvoir choisir de bloquer les dés. Résultat, chaque succès restant 4+ inflige un coup à l'ennemi. L'activation de l'attaquant se termine après la résolution du combat. Blocage. Le joueur qui contrôle le blocage a la possibilité d'annuler un succès de l'adversaire en annulant un de ses propres succès de valeur égale ou supérieure sur la base de 1 pour 1. Par exemple, si moi j'obtiens un 6 et un 5 et mon adversaire a fait un 4, je décide de sacrifier mon 5 pour annuler son 4. Donc, il me reste un succès. Et si c'est moi l'attaquant, j'ai dit mon 6 restant t'inflige une touche. Un seul personnage peut bloquer pendant un combat. Le blocage peut se produire lors d'une mêlée ou d'une fusillade et représente simplement l'agressivité ou la tactique des personnages au combat. L'attaquant a généralement le contrôle du blocage. C'est le défenseur qui contrôle le blocage s'il choisit d'esquiver. Voilà, c'est simple à retenir. La mêlée. Donc, dans Pulp Alley, un personnage est engagé lorsqu'il est au contact d'un ennemi. Un combat entre des personnages engagés s'appelle une mêlée. Si un personnage est activé au contact d'un ennemi, une mêlée commence. Si le personnage activé se déplace au contact d'un ennemi, une mêlée commence aussi. Mêlée, un combat entre personnages engagés est résolu selon les étapes suivantes. 1. Compétence. Déclarez la compétence que vous utilisez pour ce combat. Dans un corps à corps, les deux personnages ont la possibilité d'engager une mêlée ou d'esquiver. Si vous ne pouvez pas attaquer ou lancer des dés de mêlée, vous devez choisir l'esquive. L'attaquant déclare le premier, ensuite le défenseur. Parce que oui, si vous prenez plein de malus, à un moment, vous pouvez vous retrouver dans l'incapacité de lancer le moindre dé en combat. Si l'attaquant s'est déplacé de plus de 3 pouces pendant cette activation, vous avez droit au tir défensif. La compétence que vous avez sélectionnée détermine le nombre et le type de dés de base que vous lancez. 2 modificateurs. Appliquez les modificateurs comme les effets de carte, capacité, etc. L'attaquant applique ses modificateurs en premier, puis le défenseur fait de même. 3. Le lancer. Les deux joueurs lancent leurs dés. Chaque résultat de 4+ est un succès. 4. Blocage. Si le défenseur a choisi d'esquiver, lui seul peut bloquer des dés. Sinon, seul l'attaquant peut en bloquer. Pour bloquer ou annuler un succès de l'adversaire, 4+, vous devez annuler un de vos propres succès de valeur égale ou supérieure sur une base de 1 pour 1. 5 résultats. Chaque succès 4+ qui n'est pas bloqué inflige un coup à l'ennemi. Donc il faut regarder la santé à partir de là. Notez que les succès en esquive n'infligent jamais de coups. Il est possible pour l'attaquant et le défenseur de subir des coups dans le même combat. Alors attention parce que parfois ça peut être assez frustrant. Par exemple avec Pascal, lors d'un combat au corps à corps, il a choisi l'esquive parce qu'il pouvait lancer 4 dés, ce qui n'était pas négligeable, et il a obtenu des réussites. Seulement ces réussites, les résultats de ces dés, étaient inférieurs à mes propres réussites. Donc là, même comme il avait choisi l'esquive, il ne pouvait pas annuler mes réussites. Donc, il s'est pris les coups. Fusillade. Donc, on reprend un peu le même principe que la mêlée. Pendant votre activation, vous pouvez effectuer un tir contre un ennemi si vous n'êtes pas actuellement engagé. Cible, vous devez attaquer l'ennemi non engagé le plus proche. Tir, vous ne pouvez effectuer un tir que si vous disposez d'au moins un des 2 en tir, donc avant modificateur. Portée, vous ne pouvez pas attaquer un ennemi hors de portée de tir. Alors, souvent, moi j'ai remarqué les armes, ça sera précisé si vous avez vraiment des limitations. Là, la partie que j'ai disputée avec Pascal, si Pascal avait une règle de ligue qui le limitait sur sa portée de tir, mais moi c'était pas mon cas. Ligne de vue, vous devez avoir une ligne de vue vers votre cible. La ligne de vue peut être bloquée par des personnages, amis ou ennemis, le terrain, les véhicules, et comme toujours, le bon sens est encouragé. Fusillade. Une fusillade entre des personnages non engagés est résolue selon les étapes suivantes. Donc 1, on reprend le même principe que la mêlée. Compétence, déclarez la compétence que vous utilisez pour ce combat. Dans une fusillade, les deux personnages ont normalement la possibilité de tirer ou d'esquiver. Si vous ne pouvez pas attaquer ou lancer des dés de tir, vous devez choisir l'esquive. L'attaquant déclare le premier et ensuite le défenseur. La compétence que vous avez choisie détermine le nombre et le type de dés de base que vous lancez. 2 modificateurs.
appliquer les modificateurs comme les effets de carte, capacité, etc. L'attaquant applique ses modificateurs en premier, puis le défenseur fait de même. 3. Le lancer. Les deux joueurs lancent leurs dés. Chaque résultat de 4+ est un succès. 4. Blocage. Si le défenseur a choisi d'esquiver, lui seul peut bloquer les dés. Sinon, seul l'attaquant peut en bloquer. Pour bloquer et annuler un succès de l'adversaire 4+, vous devez annuler un de vos propres succès de valeur égale ou supérieure sur une base de 1 pour 1. 5 résultats. Chaque succès 4+ qui n'est pas bloqué inflige un coup à l'ennemi, voire santé. Notez que les succès en esquive n'infligent jamais 2 coups. Il est possible pour l'attaquant et le défenseur de subir des coups dans le même combat. Sauvegarde de couvert, oui, alors c'est assez anecdotique, hein. Vous êtes considéré à couvert lorsque vous êtes en contact avec le terrain qui se trouve entre vous et le tireur. Un personnage situé sur un terrain plus élevé bénéficie automatiquement d'une sauvegarde de couvert contre les ennemis situés au moins 3 pouces en dessous de lui. Si vous échouez un test de santé pendant une fusillade, vous pouvez relancer un seul dé du test de santé si vous êtes à couvert. Alors c'est pas pendant la fusillade, hein. Si vous êtes touché, vous devez faire dans la foulée un test de santé. Et là, vous voyez, vous êtes limité à la relance d'un seul dé. Donc si vous avez pris 3 coups, 3 touches assurées, c'est même pas la peine de lancer le dé, ce ne sera pas suffisant. Vous ne pouvez pas effectuer plus d'une sauvegarde de couvert par combat. Fin du tour. Une fois que tous les personnages prêts ont été activés, la séquence d'action se termine et le scénario passe à la fin du tour. Récupération de la santé. Lancez un test de récupération avec un dé de 6 pour chacun de vos personnages blessés. Un résultat de 4+ indique que vous réussissez le test et que la santé du personnage augmente d'un dé. Échouer à ce test n'a aucun autre effet, sauf si votre personnage est déjà à terre. Donc vous voyez, là, c'est pas en fait le dé de santé. Si par exemple vous êtes à dé de 8, c'est un dé de 6 que vous lancez pour pouvoir repasser à dé de 10, si votre personnage est leader. À terre et hors de combat, lorsqu'un personnage est à terre, son test de récupération détermine s'il a encore la volonté et la capacité de continuer à effectuer un test. Donc si vous réussissez, la santé de votre personnage est rétablie à dé de 6 et il n'est plus à terre. Donc s'il est au contact d'un ennemi, vous avez la possibilité de le désengager, donc de 1 pouce, si cela est possible. Échec, votre personnage est hors de combat, retiré de la table et ne participe plus au reste du scénario. Effet de fin de tour. Si un effet spécial ou une règle du scénario se produit à la fin du tour, il est résolu après que le résultat de tous les tests de récupération ait été déterminé. S'il y a plusieurs effets à résoudre à la fin d'un tour, le metteur en scène décide de l'ordre dans lequel ils sont résolus. Fin du scénario. Si c'était le dernier tour du scénario, passez à la conclusion du scénario, sinon commencez le tour suivant. Voilà, et après on vous explique pour la mise en place du scénario. Donc comme je vous disais, les scénarios sont généralement conçus pour 1 à 4 joueurs. Chaque joueur contrôle une ligue. Choisissez les personnages de votre ligue avant de déterminer le scénario. Les joueurs partagent leur liste. Personnage, capacité, avantage. Ouais, on n'arrive pas en mode tu vas voir ce que je vais te mettre sur le coin de la gueule. On montre un peu voilà ce qu'on a préparé avec les autres joueurs avant chaque scénario. Ces informations ne sont pas destinées à rester secrètes. Le scénario, on sélectionne un scénario où on peut créer le sien. Les joueurs sont encouragés à lire l'intégralité du scénario avant de commencer pour éviter les confusions, les oublis et tout. Les ressources, une fois le scénario déterminé, vous pouvez utiliser les associés de votre ligue, vos ressources, etc. Événements, chaque joueur lance un dé pour un événement aléatoire. Ouais, ça c'est automatique. Certains scénarios et campagnes ont une table d'événements spéciaux. Terrain, à tour de rôle, les joueurs placent 7 à 12 éléments de décor sur une table de 90 par 90 cm. Toute zone spéciale ou tout obstacle doit être clairement identifié lors de la mise en place. Périlleux, difficile, eau profonde, etc. Objectif, en général, l'objectif principal est placé au centre, puis les joueurs placent à tour de rôle les 4 objectifs secondaires. Chaque objectif doit être à plus de 6 pouces des côtés de la table et des autres objectifs. Les objectifs sont identifiés par des marqueurs mesurant 20 mm de diamètre. Metteur en scène, chaque joueur lance un dé de 6, le résultat le plus élevé commence comme metteur en scène. Déploiement, les personnages se déploient à plus de 6 pouces de tous les objectifs et des ennemis. De plus, consultez le scénario pour déterminer quelle zone de déploiement s'applique, parce que ça peut être dans les coins aussi. Récompense, tirez 5 cartes récompenses au hasard pour former la pioche de récompense et pioche, mélangez la pioche des cartes fortune et placez-la près de la table et actionne. Et voilà. Et là, toujours dans ce livret de règles rapides, vous avez des scénarios de base. Voilà. Donc, scénario 1, cambriolage, voilà. C'est très simple, très succinct. Et après, conclusion du scénario, voilà. Là, vous avez, pour conclure, donc il y a quand même, il y a 27 pages, 27 pages, toutes traduites en français.
donc les agents fantômes, hein. Donc le chef, là, Phantom Ace, voilà, Acolyte Gauge, donc la petite fille qui est là, et Roswell le chien. Donc voilà, 27 pages de bonheur gratuit, les amis. Et je rappelle que vous avez donc à disponibilité, toujours sur le site officiel, dans la section téléchargement, la possibilité de télécharger et d'imprimer, hein, les decks de cartes, le starter deck, hein, pour pouvoir jouer. Après, à vous de mettre en place une table avec des décors, de créer vos propres ligues. Alors, c'est vrai que là, bon, il n'y a rien sur les créations de ligues. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder mon prochain rapport de bataille. Je vais mettre justement, je vais afficher, je mettrai certainement dans le descriptif de cette prochaine vidéo, de ce rapport de bataille, un lien pour que vous puissiez télécharger les 2 ligues, hein, pour avoir, c'est bien d'avoir les feuilles imprimées devant soi, pour regarder ça à tête reposée, hein. Donc vous verrez un petit peu voilà comment ça s'articule. N'hésitez pas dans les commentaires, hein, de cette vidéo de me poser des questions sur le jeu. Franchement, ça sera avec plaisir, puisque j'adore ce jeu, que j'essaierai au mieux de vous répondre, hein, de vous éclairer. Et en avant, les amis, il faut pas hésiter, hein. Il faut pas croire que les jeux de figurines de type escarmouche, hein, sont inaccessibles. C'est vrai qu'il y a des jeux très complexes, hein, Malifaux, pour ne citer que lui, Warhammer aussi, hein, Kill Team, hein, moi j'aime beaucoup Kill Team, mais alors Kill Team, il faut se les farcir les règles, hein, et en fait le problème en tant que joueur, c'est de trouver justement d'autres joueurs. Souvent, je regarde les stats de la chaîne, hein. Majoritairement, on n'est que des hommes, on a la grande majorité, on a plus de 40 ans, hein, on baigne tous dans le même hobby. On sait que beaucoup d'entre nous jouent en solo, parce que professionnellement, géographiquement, ça peut être très compliqué, mais aussi parfois c'est compliqué de trouver des partenaires de jeu, parce que tel jeu qui vous fait kiffer, l'autre en face, ça lui parle pas du tout, quoi. Non, moi j'ai pas envie de jouer la Deuxième Guerre mondiale, tu vois, par exemple. Je préfère le fantastique ou je préfère la science-fiction. Moi, ce qui m'attire dans ce type de jeu d'escarmouche, c'est sa facilité d'accès. C'est-à-dire, je peux jouer avec ma femme, je peux jouer avec des amis occasionnels, parce que je peux les guider très facilement. C'est pas des règles très complexes, mais elles sont très fun. C'est pas parce que les règles sont simples que le jeu est bateau. On peut avoir vraiment quelque chose de très croustillant, de très amusant. Pascal, vous l'entendrez dans la vidéo en conclusion, hein, du rapport de bataille que j'ai filmé. Ouais, pour lui, c'était une belle découverte. Il connaissait pas le jeu. Alors, effectivement, la mécanique lui rappelait certaines choses, hein, certaines règles de jeu, comme Dead Man's End. Enfin, Dead Man's End, encore très différent, parce que Dead Man's End se joue uniquement avec un dé de 20. Alors que là, il y a une mécanique de jeu très enrichie pour les fusillades et le corps à corps. Bon, bref. Donc, je vous ai retenu assez longtemps. Ça fait 1 heure de vidéo. Moi, je pense, hein, vous me direz dans les commentaires, hein, que vous étiez en train de peindre, hein, ou en train de monter des décors pour votre prochain jeu ou je ne sais quoi, et que vous m'avez écouté un peu comme un podcast. Donc, n'hésitez pas à utiliser les liens dans le descriptif de la vidéo, d'une part pour aller voir le site. Enfin, il y aura qu'un seul lien. Allez sur le site officiel Pulp Alley, téléchargez les règles rapides en français. Et voilà, et allez-y, lancez-vous, hein. Il faut pas beaucoup de figurines, hein, 3 à 6 figurines dans chaque camp, et c'est parti pour 1h30, 2 heures de bonheur. Oui, parce que ça aussi, je tiens à le préciser, c'est un jeu rapide. En une après-midi, vous pouvez faire 2 parties, facile, en une après-midi. Si vous avez toute votre après-midi, de 13h30, de 14h jusqu'à 18h, 19h, pour moi, vous pouvez enchaîner 2 parties sans problème. Et franchement, il y a pas beaucoup de jeux qui vous permettent, des jeux de figurines qui peuvent vous permettre ça. Je reviendrai sur un autre jeu de figurines aussi que j'aime beaucoup, c'est Savage Core, qui malheureusement aussi n'a pas très bien marché, peut-être parce qu'il était trop simple. Beaucoup plus simple effectivement que Pulp Alley dans sa mécanique, mais bon. Voilà. Allez, sur ce, j'arrête de vous retenir. Je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous. Bon jeu. N'hésitez pas, comme d'hab, à lâcher le commentaire qui va avec, le like pour soutenir l'effort de guerre.
N'hésitez pas à vous abonner. Donc tout ça va aider au référencement de la chaîne, à me motiver pour vous proposer plus de contenu, plus de nouveautés. Vous connaissez la musique. Bisous Poutou Kenavo et à bientôt.